Bonjour à tous, je suis Guillaume Lalu et je suis ravi de vous retrouver dans ce nouvel épisode d'Aventure épique. Aventure épique, c'est le podcast qui vous fait vivre dans chaque épisode une aventure en nature hors du commun. Explorateurs illustres, sportifs renommés ou encore simples amateurs, aventuriers du quotidien, Aventure épique est une plongée en apnée, le temps d'une aventure qui va vous tenir en haleine, vous émouvoir et vous inspirer. Les disciplines que vous pourrez retrouver dans Aventure épique, l'alpinisme, l'exploration, l'escalade, le parapente, le vélo, la natation, la voile, le ski et bien d'autres encore. Aventure épique, c'est un nouvel épisode, un jeudi sur 2, et le mardi qui précède, un extrait de l'épisode à venir pour bien démarrer la semaine ensemble. Et si vous souhaitez suivre notre actualité au jour le jour et découvrir les coulisses du podcast, rendez-vous sur notre compte Instagram aventureepique.podcast. Bienvenue dans ce nouvel épisode d'Aventure épique. Des aventures en plein air, à couper le souffle. Salut Emmanuel. Salut. Bienvenue dans ce 8e épisode d'Aventure épique, le podcast qui a pour ambition de partager des aventures en plein air à couper le souffle. Tu vas partager aujourd'hui avec nous l'une de tes aventures épiques, à savoir ta traversée du Pacifique entre le Pérou et la Polynésie française, une bagatelle de 8000 km, réalisée en prone paddle, une planche étroite sur laquelle on se positionne à plat ventre ou sur les genoux et que l'on fait avancer à la seule force des bras. Ça fait rêver, mais ça fait un peu déjà mal rien qu'en le disant. Ce projet Cap Optimiste, tu ne l'as pas entrepris seul, tu t'es lancé dans cet incroyable défi en relais avec 5 partenaires d'aventure au profit de l'association Optimiste. Un petit jeu de mots sur la façon dont optimiste s'écrit, c'est à l'anglaise, afin de récolter des fonds pour les enfants atteints du cancer. Première question pour toi, Emmanuel. Est-ce que c'est une aventure à laquelle tu repenses souvent ? On va l'appeler aventure par abus de langage, mais ce sera plus simple pour la suite de nos échanges. Tu vis encore au quotidien cette aventure ? Est-ce qu'elle t'habite ? Oui, alors c'est vrai qu'elle est récente, hein, elle date juste du début d'année 2023. C'est à la fois récent et en même temps, elle paraît déjà loin parce qu'on est tellement revenu vite dans nos vies quotidiennes et voilà, avec tout ce que cela engendre, les enfants, le travail, voilà, la charge mentale du quotidien que mais des fois on se laisse aller en disant tiens, j'aimerais bien revenir en arrière et repartir sur cette folle aventure, ouais, parce que c'est aussi ça a aussi son charme d'être en plein milieu d'un océan et tout se calme. Tu re-signes demain matin là pour vivre ça ? Ah oui, sans hésiter, sincèrement, ouais. Sans hésiter. Emmanuel, en guise d'amorce d'épisode, j'ai pour habitude de me plonger dans Google Actualité et puis de chercher des mots-clés qui sont en lien avec l'aventure dont on va parler aujourd'hui. Donc j'ai mené ma petite enquête, notamment sur les récentes traversées du Pacifique. Ces recherches, elles m'ont mené jusqu'au japonais Kenichi Hori, qui est arrivé en mars 2022 au Japon après 2 mois de navigation à bord de son bateau à voile. Sa particularité, c'est qu'il avait alors 83 ans. Il est devenu ainsi la personne la plus âgée à traverser l'océan Pacifique en solitaire et sans escale. Il y a une histoire qui est assez intéressante puisqu'il avait déjà traversé le Pacifique, mais cette fois, c'est de façon illégale. C'était en 1962, donc il avait 23 ans. Il avait alors enfreint la loi japonaise qui interdisait aux navigateurs de quitter le pays à la voile. L'idée, c'était de les dissuader évidemment d'aller entrer clandestinement dans d'autres pays, et notamment les États-Unis. Et donc voilà, il a confié suite à son arrivée que 60 ans plus tôt, il avait été constamment anxieux et stressé à l'idée de se faire prendre, mais que cette fois-ci, c'était bien différent, car il avait pu compter sur un large soutien populaire et puis sur un rassurant système de suivi et de radio sans fil qui a pu l'accompagner dans ce projet-là. Toi, Emmanuel, c'est quoi ton aventure à 83 ans ? Qu'est-ce que ça pourrait être, une aventure que tu aimerais vivre encore, pouvoir vivre à cet âge-là ? Déjà, on a un peu de temps, mais je suis apte, en tout cas, à bouger. J'aimerais, en tout cas, continuer à voyager et aller à la rencontre, soit des éléments, soit des personnes, des populations. Ouais, je pense que c'est important de continuer à rêver, quoi, jusqu'au bout et de pas s'enterrer dans une routine, voilà, où tu attends juste la fin, quoi. Non, c'est important de bouger jusqu'au bout. Ce serait un élément aquatique, forcément ? Oui, bon, on verra la suite. C'est vrai que je suis passionnée par le milieu aquatique. J'en ai besoin au quotidien. C'est pour ça que j'habite le sud des Landes, à Hossegor. Mais je suis aussi, j'aime aussi les autres terrains de jeu, comme la montagne, comme voilà, le grand air, quoi. Donc pourquoi pas ? Je sais pas, on verra. Le milieu aquatique c'est ou ouvert. autre, ouais, c'est assez ouvert. Rendez-vous dans quelques dizaines d'années pour suivre ça. Emmanuel, question traditionnelle d'ouverture de podcast. Je vais demander de te présenter. Je vais juste mettre un peu de piment. Je vais t'interdire de parler d'éléments aquatiques. Qu'est-ce que tu peux nous dire de toi dans des sphères plus personnelles qui permettraient d'apprendre à te connaître pour nos auditeurs, sans tout de suite plonger dans tout l'univers aquatique dont on va parler un peu plus en détail ensuite ? Oui, alors moi je suis sur ma 38e année déjà. Donc comme j'ai dit là, j'ai atterri dans le sud des Landes depuis les années 2010. Je suis originaire de Cahors dans le Lot. Voilà, 46, où j'ai fait les premiers pas justement dans le milieu sportif. Et puis après, on a pas mal bougé avec mes parents. On a notamment atterri en région centre,
en Sologne, puis en Touraine, à Tours, où j'ai pas mal fait mes gammes de sportifs de haut niveau. Et puis après, j'ai atterri à Marseille pour mes études supérieures, où j'ai adoré vivre d'ailleurs, découvrir cet endroit qui m'est cher. Et voilà. Et après, la vie, le sport, les rencontres m'ont fait revenir, m'ont fait découvrir le sud des Landes. Et j'ai pas bougé depuis donc ces années 2010. Voilà, donc après moi, j'ai un passé sportif, donc sans parler du milieu aquatique, mais c'est ce qui m'a défini quand même ma carrière sportive. Donc je vais pas rentrer dans les détails, on rentrera certainement dedans plus tard. Ouais. J'ai toujours eu à cœur, en tout cas, de trouver cet équilibre entre le sport de haut niveau et ma vie privée, mes amis, voilà, ma famille, mes autres aussi passions. Donc j'ai toujours eu besoin en tout cas de garder des univers assez différents, et c'est pour ça que j'étais pas ancrée dans un seul milieu, et c'est vrai, ça a toujours été mon équilibre. Je suis balance de signe astrologique, je pense que j'avais besoin aussi de ça, et j'aime bouger, ouais, j'aime découvrir de nouveaux horizons, et c'est pour ça que tous ces déménagements aussi m'ont, je pense, défini aussi en tant que personne. Et c'est ce qui me guide au quotidien. J'agis beaucoup à l'instinct, que ça soit sur les projets, sur mes envies professionnelles, personnelles, familiales. Et voilà, ça, c'est ce qui me définit aussi depuis toujours. Et c'est ce qui a défini mes choix de vie surtout. Donc il y a voilà. de la place pour de la raison malgré tout, ou c'est oui, beaucoup, il y a quand même de la place pour la raison. Oui, mon éducation a fait que quand même je suis quand même j'ai quand même les pieds sur terre. mais c'est vrai que je travaille beaucoup à l'instinct quand même. Je crois beaucoup à ça. Si on remonte un peu le temps, est-ce que dans ton enfance, tu étais une personnalité, une nature très audacieuse, téméraire, celle qui prenait un peu plus de risques que les autres? Je pense qu'il y avait un côté comme ça, oui, mais je suis assez réfléchie aussi. Voilà, je pense que c'est vraiment ce côté balance aussi. J'ai pas peur de prendre des grandes décisions. Ça veut pas dire que j'ai une confiance en moi infaillible, mais par contre, c'est vrai que j'ai pas vraiment peur de faire des grandes choses, de me lancer dans des projets que je maîtrise pas encore. J'adore apprendre. Donc voilà, ouais, je pense que je suis assez audacieuse quand même de nature. Et c'est vrai que j'ai pas peur de découvrir de nouvelles choses, d'apprendre pour réaliser de nouveaux projets, pour me lancer dans de nouvelles aventures. Voilà, donc ça oui, je pense que c'est un trait de ma personnalité qui est assez ancré, ouais. Il était nourri de quoi ton imaginaire quand tu étais jeune, enfant? Comment tu t'imaginais plus tard? Quelles étaient toi tes influences, tes envies? Alors moi, au départ, je rêvais de travailler dans le milieu aquatique, d'être océanologue. Un projet qui au final, je m'en suis éloignée parce que on m'a déconseillé, ou en tout cas voilà, dans les conseillers d'orientation qui me disaient mais non, il n'y a pas de débouché. Donc voilà, c'était un rêve que j'avais pourtant depuis très jeune, et j'étais assez triste au final de m'en éloigner de ce projet-là, parce que je me suis rendu compte de par mes voyages que tout était possible. Et voilà, donc c'est pour ça que j'espère pouvoir avoir un discours pour mes enfants où je les encourage à aller au bout de leurs rêves, même si la route est semée d'embûches, mais voilà, en tout cas, ouais. Ton goût pour la natation, il a été présent très jeune. Est-ce que ça a été un héritage familial, une tradition, et autour de toi, les gens nageaient beaucoup? Est-ce que c'est une passion que tu as développée par toi-même et une envie? Alors c'est mon frère. Mon frère, il avait démarré la natation. Moi, ma mère n'est pas du tout sportive. Elle est très active. C'est une personne hyper active, une force de la nature. Mais alors, par contre, le sport en soi, en tant que tel, voilà, elle est complètement en dehors de ça. Mon papa, par contre, est très sportif. Il a démarré sa carrière en tant que militaire, où il a été en équipe de France militaire d'ailleurs, mais plutôt dans l'athlétisme. Et il a démarré la natation sur le tard lorsqu'il s'est mis au triathlon. Après sa carrière de rugbyman aussi. Voilà, il a touché un peu à tout. Et puis donc nous ont mis à la natation voilà, assez tôt pour apprendre à la nager, et moi j'ai regardé mon frère apprendre, et c'est comme ça que je suis tombée dedans. Mais au départ, j'étais plutôt dans la natation synchronisée. Voilà, donc c'est suite à notre premier déménagement que j'ai basculé vraiment sur la natation sportive, mais j'étais passionnée de natation synchronisée. Comment elle s'est développée, ta pratique ensuite de la natation au plus haut niveau au fil des années, parce que c'est le plus haut niveau, tu l'as atteint. Quelle place tu lui as donnée? Est-ce que ça a été pour toi vraiment un objectif en soi, de te développer, de t'accomplir dans une pratique qui soit vraiment exigeante, avec une quête de résultats?
Donc suite à notre déménagement, on a atterri en région centre à Romorantin, donc dans le département du Loir-et-Cher. C'est vrai que rapidement, je pense que mon entraîneur a vu aussi mes capacités dans ce sport. J'ai eu la chance aussi d'avoir des parents qui étaient disponibles et qui ont mis tout en œuvre aussi pour que je puisse aller au bout de mes objectifs. C'est toujours dur quand tu es jeune de savoir si tu fais ça pour toi, pour ton environnement, je trouve que ça vient assez après, soit tu es vraiment très mature, très jeune, soit enfin voilà, personnellement, je pense que c'est venu vraiment sur le tard et j'ai plutôt connu ça dans le sauvetage sportif après. Dans le milieu de la natation sportive, ouais, c'est vrai que j'étais au bout de ce que je pouvais faire jusqu'à en être lassée aussi, hein, parce que c'est particulier aussi le monde de la piscine. Et puis, elle venait de quoi la lassitude? C'était quoi Tu trouvais plus de fraîcheur dans quoi? Dans les entraînements, dans les compétitions ou dans l'esprit de compétition? J'ai démarré l'entraînement bi-quotidien très jeune aussi, donc voilà, je pense que dès la 5e, je nageais 2 fois par jour, ou j'ai démarré en tout cas le bi-quotidien. Donc voilà, c'est forcément après à l'âge de 17-18 ans, à compter de 11 entraînements par semaine, beaucoup de sacrifices aussi avec les copains et tout. Et puis c'est vrai que moi j'ai toujours donc eu besoin d'avoir un monde assez éclectique autour de moi et pas être entouré que de nageurs et de vivre natation 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Donc ouais, je pense que j'ai commencé à me lasser de ça. Et puis je pense qu'au fond de moi, j'avais besoin de nature en fait, et que de nager simplement dans une piscine à compter les carreaux, ça ne me convenait plus. Et c'est vrai que j'ai commencé à découvrir le sauvetage sportif, le sauvetage côtier notamment à Tours. Donc c'est assez improbable, mais c'était grâce justement aux maîtres nageurs de la piscine de Tours, qui étaient d'anciens rameurs d'aviron, de kayak en ligne et tout, qui avaient créé donc ce club de sauvetage sportif. J'étais en seconde là quand le club il s'est créé, et donc dès qu'on avait la pause, enfin la saison de natation qui était finie, elle était donc ça durait un mois et demi. Je partais faire les entraînements avec eux et je partais en compétition. Donc avec les grands frères, parce qu'ils avaient tous une trentaine d'années là, et puis ils m'emmenaient faire les compètes à l'océan, donc c'était juste génial quoi. J'ai commencé à goûter au milieu océanique et à le découvrir aussi parce que je le connaissais pas non plus quoi. Hein. Ouais. Est-ce que tu peux nous donner les grands principes de cette discipline du sauvetage côtier? Je pense qu'elle est protéiforme, il y a plein de compétitions et de formats très différents. Est-ce que tu peux nous en expliquer un peu la genèse, la philosophie et puis la façon dont elle est structurée aussi, comment c'est organisé aujourd'hui? Oui. Alors c'est très complexe. Je vais essayer d'être assez synthétique. C'est vrai que pour les personnes novices, c'est pas évident à comprendre. Donc déjà, c'est un sport qui est régi par la Fédération française de sauvetage et secourisme, qu'on appelle souvent 2F2S, qui propose aussi des formations de secourisme et qui organise aussi des dispositifs de sécurité, notamment sur les grands événements sportifs ou culturels. Donc voilà, ça c'est pour la partie fédérale. Et après, ce sport, il a 2 particularités. Il a on va dire une entité en piscine, eau plate, ce qu'on appelle, et une entité côtière, donc en milieu naturel, que ça soit océan, mer, plan d'eau intérieur. Donc pour la partie piscine eau plate, où on va vraiment avoir des épreuves comme en natation, entre 50 à 200 mètres, on va tracter des mannequins, on va avoir des palmes, on va faire de l'apnée, etc. Donc c'est vraiment, il y a 6 épreuves individuelles plus des relais. Donc là on est sur des classements au temps, hein, vraiment comme de la natation sportive. Et puis après, pour la partie côtière, on va aussi avoir des épreuves individuelles, 6 au total plus des relais. Et là, on va être plus sur des épreuves qui sont liées à des actes de sauvetage. On va partir de la plage, on revient sur la plage à chaque fois, quoi. Ça, on est vraiment toutes les épreuves sportives de ce sport, en fait, ont été imaginées par rapport à des actions de sauvetage professionnel. Donc, on peut avoir la nage en mer. Ce qu'on appelle la surf race, qui est sur 400 mètres. On peut avoir la course de planche, de paddleboard, qui est sur 600 mètres. Une course de kayak également, de surf ski sur 800 mètres. Donc on est sur quand même des hauts niveaux d'intensité en termes de cardio, etc. C'est vraiment... Voilà, c'est assez court. Ouais, c'est assez court, c'est très haut en intensité et surtout on va enchaîner les épreuves toute la journée sur 2-3 jours de compétition. Donc comparé à la natation où on se faisait peut-être 1 ou 2 épreuves dans la journée, là on va se retrouver avec 15 épreuves dans la journée qu'on réitère 3 jours d'affilée, quoi. Donc c'est vraiment très intense. On a des épreuves de sprint et puis on a notre mini triathlon à nous où ça va être l'enchaînement du kayak, de la nage, de la planche avec des transitions course à pied sur le sable. Donc voilà, donc ce sport-là niveau côtier, il vient plutôt d'Australie.
cette spécialité-là, parce que les plages ont été surveillées depuis très longtemps en Australie, depuis le début des années 1900, avec une structuration aussi des plages, des postes de secours et tout ça, une professionnalisation voilà, au niveau du métier, et ils ont créé ce sport du coup, et maintenant ces deux entités se sont réunies au niveau international, et puis il y a dans chaque pays, on va dire, des fédérations se sont structurées aussi, et voilà, donc maintenant depuis les années 90, on connaît, on va dire, les championnats d'Europe, les championnats du monde tels qu'on les connaît, voilà, aujourd'hui, avec à chaque fois 2-3 jours en piscine, 2-3 jours en milieu naturel, et qui constituent donc nos championnats internationaux où on va avoir les équipes nationales qui se regroupent avec des titres individuels, mais aussi des titres où on va jouer le classement par équipe. Voilà, j'espère que l'idée du nombre de pratiquants en France aujourd'hui. Ouais, c'est très clair, très précis, parce qu'effectivement, la discipline est complexe et protéiforme, effectivement, avec plein d'épreuves qui la composent. Le nombre de pratiquants aujourd'hui en France, tu as une idée? Alors, on est une grosse fédération, on va dire, avec plus de 60 000 licenciés, mais c'est parce que il y a beaucoup aussi de secouristes. Et sur la pratique sportive, on doit être à 7 000 à peu près. C'est quoi les qualités requises pour avoir un niveau de performance satisfaisant? Enfin, en tout cas, qu'est-ce qu'il faut réussir à bien faire? Alors, si on reste sur la spécialité côtière, donc les qualités requises, on va être l'endurance déjà, la puissance aussi, et il y a tout cet aspect aussi d'observation, d'apprentissage du milieu océanique, parce que les éléments ils changent tout le temps, on apprend tous les jours, donc il y a une lecture de l'océan qui est très importante, et puis c'est un sport sur la partie côtière qui est d'expérience du coup, de fait, parce que ça demande des années pour apprivoiser un peu ce milieu, et comme je dis encore, c'est un sport où dans un milieu où on apprend tous les jours, chaque jour un peu plus, donc c'est vraiment un sport d'expérience, et c'est vrai qu'on peut durer du coup sur le tard dans cette discipline, parce que voilà, parce qu'il y a besoin de temps aussi pour apprivoiser ce milieu. Il y a cette pratique-là dont on parle, il y a aussi des projets, des aventures. Comment est-ce que toi tu décides, est-ce que c'est important pour toi d'en avoir au fil de l'année, ou en tout cas de pouvoir te projeter dans des grandes réalisations? À quel point ça vient s'interfacer en complément de ta pratique quotidienne, des compétitions auxquelles tu as pu prendre part? C'est central pour toi d'avoir en marge de ça, et notamment l'aventure dont on va parler aujourd'hui, d'avoir ça qui vient jalonner ta vie? Je pense que c'est venu petit à petit, en fait. C'est vrai que donc moi je viens pas du tout du milieu océanique à la base. Je l'ai découvert, j'ai mis du temps aussi. Même dans ma vie, au final, le sauvetage est venu sur le tard. Alors moi, je fais partie des anciennes générations où le sauvetage a été un second sport, en fait. Maintenant, il y a des écoles de sauvetage, et les jeunes ils démarrent à 4-5 ans, donc ça devient vraiment leur sport à part entière très tôt. Pour moi, donc c'est venu très tard, et c'est même seulement après mes études d'école de commerce à Marseille, où j'ai même travaillé, que la vie a fait que derrière, je me suis retrouvée en Australie, toute seule. Une copine m'avait lâchée, on devait partir en voyage, et je me suis retrouvée là-bas. Et puis j'avais des connaissances qui étaient déjà sur place en train de s'entraîner. Moi, j'étais pas du tout partie dans cette optique-là. Et de fait, voilà, je me suis retrouvée dans un club de sauvetage où j'ai démarré cette aventure, et j'ai découvert aussi le plus haut niveau, quoi, hein, qu'on puisse découvrir dans ce sport-là. Donc c'est toujours très intéressant. Et derrière, j'ai été piquée par derrière par ce sport, et j'ai continué. C'est là où je me suis pleinement investie, en fait, dans cette discipline, vraiment. Donc j'ai fait une saison en Australie, et après j'ai fait 4 autres saisons en Nouvelle-Zélande. J'étais la première française à aller m'entraîner là-bas en hiver en Nouvelle-Zélande, et je suis tombée vraiment amoureuse aussi de ce pays. Pour moi, ça a été une grande découverte. J'ai découvert des gens incroyables aussi, et je revenais chaque printemps pour me qualifier, en fait, en équipe de France, et puis pour me consacrer pleinement aux échéances internationales. Donc ça, pendant une dizaine d'années, j'étais vraiment consacrée à ça, on va dire à cette carrière sportive telle qu'on la connaît tous en France, voilà. Et c'est après seulement que j'ai commencé à avoir des idées, des envies de grand large, quoi. Et puis endurance aussi, parce que j'ai des qualités d'endurance, que ça soit en nage en eau libre, en rame, etc. Et ça me plaît beaucoup aussi. Et puis je pense que c'est aussi l'âge, hein, qui fait que derrière on s'oriente aussi vers des distances aussi plus longues.
Et c'est venu comme ça, voilà, après, sur la fin de carrière. Voilà, j'avais envie aussi d'autres choses et puis aussi de sortir un peu de ce schéma de compétition tel qu'on le connaît. Il y a quand même une pression, ça demande aussi beaucoup de sacrifices. Et puis au bout d'un moment, dans ta vie aussi de femme, t'as envie d'autre chose, quoi, plutôt que de continuer à t'entraîner 2-3 fois par jour. Quand ici, dans les Landes, en hiver, il fait, il y a tempête, Moins etc., 1000. tu vois. T'as envie d'autre chose. En tout cas, de le faire autrement. En tout cas, tu vois, d'être plus dans ce contact de l'élément plutôt que cette recherche de la performance. On va parler aussi de ta vie pro, qui est évidemment très structurante. Tu as créé ta structure en 2015, Ocean Incentive. Est-ce que tu peux nous en parler? Enfin voilà, quelle est la proposition de valeur et puis voilà, l'accomplissement qu'elle te propose et qu'elle t'offre aujourd'hui? Oui, alors c'est vrai qu'en 2015, donc c'était post-championnat du monde en 2014 qui avait lieu en France. Voilà, c'était pour moi ma fin de carrière et j'arrêtais là et puis il était temps de me poser et puis de travailler quoi, hein, tout simplement parce que là pour l'instant je vivotais avec mon brevet d'état. Bon, je revenais chaque été donc je travaillais un petit peu et puis je me consacrais aux compétitions. Puis j'avais quand même un diplôme de commerce en poche, donc j'ai pas fait tout ça pour rien. Donc voilà, j'ai commencé à me poser, à rechercher, et puis bon les Landes c'est pas très garni en entreprise. C'est pas évident de trouver du travail, surtout dans mon domaine où j'étais dans la communication, l'événementiel, etc. Et puis voilà, l'idée de lier les deux en fait, hein, ma passion du milieu océanique, mon expérience du coup que j'avais acquise durant mon école de commerce et mes premières gammes à Marseille dans le milieu professionnel ont fait que je me suis dit pourquoi pas créer ma propre structure. Il y avait encore très peu il y avait pas de structure encore hormis le sauvetage et le surf qui proposait des activités aquatiques en tout cas au plus grand nombre sans matériel. Voilà, moi j'étais vraiment dans ce côté pur de la nage, de la marche aquatique, etc. Il y avait beaucoup de personnes qui avaient peur de cet océan parce que c'est vrai que voilà le sud des Landes c'est pas évident, hein. Il y a quand même beaucoup de short-break, de vagues et tout. Et il y a des personnes qui sont amoureuses de ce milieu mais qui osent pas y aller, soit par des expériences mauvaises quand ils étaient jeunes, soit parce que il manque tout simplement de technique et de savoir-faire pour rester en sécurité. Donc voilà, ça a été mon objectif de créer cette structure-là pour amener les gens, les former et les amener dans ce milieu pour qu'ils se fassent plaisir au quotidien et surtout toute l'année. Et puis je propose aussi des séminaires d'entreprise, j'organise des événements sportifs. Donc voilà, j'ai réussi on va dire à créer un joli méli-mélo de ce que j'aimais faire. Et puis là, c'est ma 10e année, voilà, que je démarre, ma 10e saison, donc qui sont plus des saisons parce que je travaille à l'année. Mais ouais, c'est Visiblement, tu réponds à un besoin en tout cas. ouais, voilà. Et puis je suis contente parce qu'au final, il y a plus de structure et donc c'est des activités aussi qui plaisent et que les gens pratiquent de plus en plus toute l'année, donc c'est génial. Au final, on a plein de personnes maintenant qui sont dans le milieu océanique toute l'année et c'est une bonne chose. Déjà pour la sécurité. Tu es aussi jeune maman, tu as un compagnon. Est-ce que tu as trouvé le juste équilibre entre tes différents engagements sportifs, tes engagements professionnels? Est-ce que tout ça est bien à sa place là? Oui, c'est bien à sa place et c'est pas tous les jours évident. Je suis de nature donc je pense que je sais pas rester chez moi sans rien faire donc voilà, ceux qui me connaissent savent que je suis d'une nature hyperactive, j'ai besoin de beaucoup de projets. C'est vrai que la venue des enfants des grossesses est venue en parallèle du gros projet Cap Optimiste de cette traversée du Pacifique. Donc ça a été là 3 années très intenses à tous les niveaux. On a connu les montagnes russes parce que voilà, sur notre première grossesse, on a perdu notre première fille. Et puis après, Lucie est arrivée derrière juste avant le grand départ, donc en avril 2022. Et puis là, de nouveau enceinte pour début mars, un petit boy cette fois. Donc voilà, ça a été 3 années assez intenses, ouais. On va passer à la rubrique Uno du podcast. C'est des questions en rafale autour du chiffre 1. Ouais. Donc, voilà, l'idée, c'est de faire un petit pas de côté pour continuer à mieux te connaître. Si tu étais une émotion, laquelle serait-elle? Alors, je dirais la joie. La joie, parce que c'est ce qui me définit quand même. Alors même si quand on est passionné, on peut aussi passer par plein d'émotions différentes et opposées, comme la mélancolie, etc. Mais généralement, il y a toujours un petit truc qui me ramène justement sur quelque chose de très optimiste pour me faire aller de l'avant, tout ça. Donc c'est vraiment ce qui me caractérise. Une nature profonde. Ouais.
Si tu devais animer un talk show, qui aimerais-tu recevoir comme premier invité? Ça, c'est très dur comme question. Une personne avec qui tu rêverais d'échanger, vivant ou mort? Ouais, alors je dirais plutôt vivant. Je pense il y a des grands champions que j'admire comme Federer. Voilà, ça, je pense que je suis admirative des personnes qui sont non seulement de grands sportifs ou sportives, mais qui ont derrière, qui émanent beaucoup de choses autour d'eux et qui emmènent toute une communauté vers voilà vers le bon chemin en tout cas et qui inspire beaucoup. Ouais, puis l'idée de longévité, et puis effectivement d'être touche à tout, quoi, d'avoir Ouais, aussi la ouais, carrière ouais. sportive, mais de gérer aussi très bien l'après, placer ses pions aussi à côté. Ouais, et puis d'être Ouais, une avoir belle une vision un peu personne holistique. aussi, voilà, c'est un, ouais, ouais, je suis admirative de ces grands champions, ouais. Roger, si tu nous écoutes, voilà, Emmanuel serait ravi de te recevoir dans son prochain talk show. Si tu pouvais vivre dans un film pendant une semaine, quel film choisirais-tu? Le Grand Bleu. Comme c'est étrange. Ouais, ouais, alors je maîtrise pas du tout l'apnée. Toutefois, j'adore être sous l'eau. Moi, c'est être, voilà, dès que j'ai besoin de souffler un bon coup, c'est pour ça que je vais dans l'eau moi au quotidien ici, de par mon travail, mais aussi dès que je peux, que j'en ai envie. Voilà, et ce milieu, en tout cas, immergé, me fascine. Mm. Et puis, on n'est pas si mal dans cette île. C'est en Sicile, hein, je crois, c'est ça, le film, il me Ouais, semble. exactement, ouais. Ça fait rêver aussi comme cadre. Moi, je veux bien y aller aussi une semaine. Tu vois. Je suis pour. Un mot pour décrire ta vie jusqu'à aujourd'hui. Hyper dur. Intensité. Moi, il y a une phrase que j'aime beaucoup et qui me caractérise. Donc ça, c'est voilà, c'est les raisonnables ont duré, les passionnés ont vécu. Voilà, je pense que je suis quelqu'un vraiment de passionné. Je suis des fois admirative aussi des personnes qui sont sages et voilà, qui arrivent en tout cas à trouver un bel équilibre. Moi, je suis assez extrême en fait. Hein, voilà. Mais bon, c'est comme ça. Il faut s'accepter aussi tel qu'on est. Et je pense que ma vie, ouais, elle est intense. Elle est intense. Mais je l'aime comme ça aussi. Hein. On va s'attacher maintenant à ton aventure épique, donc ton projet Cap Optimiste, traversée du Pacifique en prone paddle. Comment elle est née cette idée? Alors, cette idée est née, bon, il y a eu plusieurs choses. Il y a déjà, il y avait les filles, donc Steph et Alex, qui faisaient partie de l'aventure, qui avaient déjà traversé l'Atlantique en 2009, aux côtés de Flora Mincier. Elles avaient fait aussi le Qui sont des amis à toi, c'est ça, originalement? ouais. Et puis des personnes que j'ai côtoyées en équipe de France pendant de longues années, quoi. Alors, Steph, c'était peut-être la génération juste avant. Alex, on s'est côtoyés pendant de longues années, et Flora aussi. Alex et Steph ont fait le Cap Horn aussi avec Itziar, donc notre coéquipière espagnole que j'ai côtoyée aussi sur les échanges internationales pendant très longtemps, en 2015. Et puis en 2019, en fait, j'invite les filles en Polynésie sur une compète qui s'appelle la Watermana. Et puis là, autour de quelques inanos, on a commencé à parler, à remettre le Pacifique sur la table. Et puis on s'est dit pourquoi pas. En plus, on était vraiment, on était au bon endroit pour en parler. Et on s'est dit ça serait génial de pouvoir faire cette traversée-là. Et on s'est inspiré du Kon-Tiki en fait, qui étaient des explorateurs, hein, c'était je crois, dans les années 1940, où ils voulaient prouver en fait que le peuple polynésien venait de l'Amérique du Sud. Et donc on a repris cet itinéraire là et puis c'est comme ça que le projet est né, donc fin 2019. Puis on a commencé à doucement le construire, l'imaginer, le penser, le construire au début de l'année 2020 et puis petit à petit voilà, on est arrivé au bout. Non sans difficulté mais on y est arrivé. Spoiler, vous avez réussi. Ouais, exactement. C'était quoi ta motivation profonde, ce choix et cette envie? Elle était guidée par quoi, viscéralement? Pareil, il y a plusieurs raisons. Il y avait déjà traverser un océan, c'est juste incroyable quand t'es passionné de ce milieu-là. C'est une chance, une opportunité qu'il faut saisir. Donc ça a été la première des choses. Voilà, te retrouver en plein milieu de cet océan, de ramer jour et nuit. Enfin voilà, c'est des sensations fortes que tu vis pas tous les jours et que j'avais envie de vivre. Et puis après la vie a fait que aussi j'avais besoin de partir, je pense, suite à la perte de notre première fille Charlotte. Donc j'étais dans le 6e mois de grossesse et voilà, tout a été assez logique au final et tout a pris sens dans cette traversée, dans ce projet-là au fur et à mesure.
Est-ce que la dimension collective et puis l'engagement associatif étaient indissociables de ce projet-là? Est-ce que c'était des éléments constitutifs de votre envie mutuelle? Oui. Oui, oui, ça c'est sûr. Bon, déjà, traverser 8 000 kilomètres à la rame, à la force des bras, souvent les gens, ils s'imaginent pas qu'en fait, cette traversée, on avait vraiment les bras dans l'eau, quoi. Ils pensent souvent aux traversées solitaires où on est sur des embarcations autonomes avec des pagaies, etc. Non, c'est pas le cas. On est sur une planche de sauvetage, donc allongée ou à genoux, comme tu disais, les bras dans l'eau. Donc, on a forcément besoin d'un bateau d'assistance parce qu'on n'a pas, on avait juste quelques éléments de sécurité dessus, mais forcément, on avait besoin d'un bateau d'assistance à côté. Et de le faire collectivement, ce projet, c'était indispensable déjà parce que seul, on n'aurait pas pu le faire. Et puis après, je pense, c'est ce qui nous définit aussi dans le sauvetage. On n'évolue jamais seul. Quand on est sur un poste de secours, sur une surveillance de plage, etc. T'es pas grand chose tout seul. C'est en équipe que tu évolues, c'est en équipe que tu vas sauver des gens. Pareil dans notre sport, on va chercher des titres individuels, mais on est une équipe. On est un club, on va jouer toujours les points pour le club, pour l'équipe de France, etc. Donc voilà, je pense que c'est aussi ce qui nous anime. Moi, individuellement, je pense que j'aurais jamais fait une traversée en solitaire. C'est juste que c'est pas quelque chose qui m'anime, voilà. C'est pas une envie, un besoin en soi. Par contre, de le partager, là, voilà. Là, c'est ce qui rend vraiment le projet intéressant et ce qui crée des souvenirs entre nous aussi, quoi, à vie, quoi. Donc ça, c'est assez dingue. Et puis après, le projet solidaire avec l'association, oui, c'est venu assez naturellement parce que c'était, suite à la traversée du Cap Horn, Steph et la chef de projet Alex Lemuel qui avaient créé l'association Optimiste pour accompagner au départ les femmes atteintes de cancer du sein à se réaliser à travers un défi sportif pour rester physiquement et mentalement en forme. Et parce que Steph avait été touchée par le cancer du sein, donc voilà, l'association s'est créée naturellement. C'est ouverte à d'autres maladies chroniques et aussi aux hommes. Et puis là, nous, ce projet, on avait à cœur, vu qu'on était déjà trois mamans parmi les rameuses, d'ouvrir cette association, d'ouvrir ce programme d'accompagnement sportif aux enfants malades. Voilà, parce qu'on s'est dit, personne n'est à l'abri et que voilà, peut-être que voilà. C'était important pour nous. C'était important pour nous. Et puis, et c'est ce qui a rendu aussi ce projet hyper riche parce que derrière, on n'a pas seulement fait ça pour créer un exploit et puis pour battre un nouveau record mondial, mais on l'a fait pour les enfants. On a réussi. Enfin, il y a une communauté d'enfants qui est incroyable. On avait des mails tous les jours, des vidéos, des photos. Enfin, c'était dingue, quoi. Et ouais, tu te dis que tu fais ça. Tu fais ça pour une communauté et pour quelque chose qui te dépasse assez, en fait. Et donc en plus, tu peux plus revenir en arrière parce que du coup, tu t'es engagé. Donc non, c'est beau, ouais, c'est beau ce qu'on a vécu. Au-delà de votre vision et de vos envies partagées, est-ce que l'idée c'est d'avoir une équipe qui soit aussi complémentaire? Là, vous étiez 6 rameuses, je ne sais pas si tu veux peut-être présenter brièvement là, les 5 rameuses qui étaient avec toi sur ce projet, et puis peut-être l'équipe aussi au sens plus large sur le bateau. Je pense que c'est peut-être le moment aussi de planter le décor. Est-ce que l'idée c'est d'aller chercher des tempéraments qui soient compatibles, mais aussi des zones ou des expertises qui peuvent fonctionner aussi bien ensemble pour couvrir un peu tous les besoins d'un tel projet? Oui, oui, c'est à la fois effectivement. Donc, si on commence avec le groupe des 6 rameuses, c'est vrai que c'est important d'être complémentaires, mais à la fois quand même avoir quelque chose qui nous relie. On a quand même toutes donc ce tempérament de d'avoir agi pour notre sport, d'avoir agi pour pas seulement notre petite personne et on s'est tout impliqué au final dans notre sport et c'est pour ça que derrière on s'est aussi choisi, on connaissait aussi nos tempéraments assez optimistes, d'aller de l'avant, etc. C'est important aussi de rigoler sur des moments comme ça, sur des expéditions parce que c'est dur, donc il faut aussi un peu de légèreté. Souvent on nous disait que voilà on n'arrêtait pas de blaguer ou on rigolait de choses un peu graves, mais c'est important aussi. C'est ce qui nous permettait aussi
de garder un peu de légèreté dans tout ça et comme disait Dormesson, voilà, vivre c'est pas grave, faut rire de ça et voilà. Donc mais par contre on était très complémentaires dans le sens où après dans le projet, dans la mise en place du projet qui a demandé beaucoup de temps, on a chacune eu, on va dire, nos zones d'expertise. Voilà, Steph elle avait cette expérience des anciennes traversées, un gros réseau aussi pour aller chercher des partenaires. Moi, j'étais aussi sur les réseaux partenaires et sur l'événementiel, voilà, sur tous les événements qu'on a montés. Alex, qui avait aussi cette expertise d'avant, qui était sur toute la partie logistique, le matériel et tout, parce que voilà, il en faut des choses. Hein. Après, les filles, Marie et Margot, les petites jeunes, elles étaient beaucoup sur la partie du projet sur le développement en milieu scolaire, notamment. Avec un défi dans mon école et Itziar qui avait cette étiquette espagnole qui a permis aussi de fédérer toute une communauté espagnole au niveau du projet et qui a été très très efficace au Pérou parce qu'on a eu pas mal de problèmes au Pérou quand on est arrivé pour le départ. On était déjà en plein coup d'état politique et on avait eu donc la douane qui nous avait confisqué tout le matériel satellite de télécommunication. Donc Très pratique. ben ouais, donc ça a été très compliqué, surtout dans une période de coup d'état politique où en fait ils en avaient rien à faire de de ce matériel de télécommunication et voilà, et puis nous voyaient partir sans billet retour, donc ils se demandaient ce qu'on allait faire en plein milieu du Pacifique aussi, donc c'était particulier quand même comme ambiance. Une fois le temps de l'enthousiasme passé et de l'évidence, à quel moment arrive la première peur, la première appréhension, et puis quelle était-elle? Bah, c'était le moment du départ, je pense. Alors, le moment du départ, c'est les familles sont venues. C'était donc, comme je t'ai dit, un contexte qui était particulier. On est parti le 13 décembre 2022 au Pérou parce qu'on avait des actions à mener sur place. C'était important pour nous de mener des actions solidaires pour les enfants sur notre lieu de départ et notre lieu d'arrivée. Et donc voilà, donc c'était dans un contexte très anxiogène. Et on a fait venir nos familles. Justement pour qu'on fête Noël là-bas avec nos enfants, voilà, nos conjoints, tout l'équipage aussi. Je parlerai de l'équipage après parce que qui est indispensable aussi sur une telle expé. Mais c'est vrai que ben voilà, l'ambassade nous disait de pas bouger. Il y avait les militaires dans la ville. Enfin les aéroports étaient fermés, etc. Donc c'était assez anxiogène comme période. Et puis voilà, tu vois, t'as déjà une grosse pression de partir sur une telle expédition. C'est une expédition qui est pas anodine, hein. Tu sais pas ce qui va se passer en plein milieu du Pacifique. Donc, t'as plein de scénarios qui peuvent arriver. Et puis, en Mais plus qui de sont arrivés ça. assez tard, là, de ce que j'entends, en tout cas. C'est pas quelque chose qui a pu perturber ta préparation ou sur lequel tu as eu des angoisses Non, avant de non, partir. Ça a non. été vraiment un moment où ça devenait très concret, très Non, tangible. ouais, parce qu'avant, en fait, déjà, tout s'accélérait. On avait vraiment la tête dans le guidon. La dernière année, là, donc cette année 2022 a été très dense sur le projet. Moi aussi, personnellement, enfin, entre la naissance de Lucie, mes projets professionnels, j'avais plein d'événements à organiser sur cette année-là. Enfin voilà, ça a été vraiment une année. Je me suis mis en mode machine. Et j'ai pas trop réfléchi. Et puis on s'est beaucoup préparé aussi mentalement. Hein. On a fait des sessions individuelles, collectives. Donc voilà. Derrière, en fait, à aucun moment je me suis permise d'avoir un doute, de remettre en question le projet. Jamais. Et puis on a eu la chance aussi chacune d'avoir un environnement familial qui était propice à justement à ne pas dévier de notre chemin. Donc merci à nos hommes qui vraiment nous ont soutenus jusqu'au bout. Mais c'est important hein, parce qu'il y avait beaucoup de pression sociale aussi, tu vois, en tant que femme, en tant que maman, de partir, de laisser les enfants ici. Enfin voilà, donc c'est important. T'as pu lire de l'incompréhension, voire même du jugement dans le regard des autres sur cette Oui. décision-là? Ouais, il y en a eu, ouais. Et c'est à ce moment-là qu'il faut être très bien entouré. Voilà, c'est important. Tu as parlé de la préparation mentale, là tu as commencé à toucher ça du doigt. Toi, sur quel levier tu avais envie de travailler sur la prépa physique? Je pense que tu avais toutes les clés de par ton héritage. Est-ce que là, du fait du côté très atypique de ce projet-là, c'était quoi, toi, les barrières ou les choses sur lesquelles tu avais envie, en tout cas, d'être accompagné, de questionner, d'en parler, de formuler? Ouais. Donc sur la prépa mentale, c'est vrai que physiquement, je m'inquiétais pas. Le corps est assez bien fait. Et il a prouvé d'ailleurs sur l'expé. Mais mentalement, il y avait deux choses. C'était effectivement donc cette culpabilité de maman de partir parce que moi ma fille quand je suis partie donc sur le départ le 4 janvier 2023 elle avait 8 mois donc voilà ça a été toute petite quoi et c'est pas évident de partir comme ça donc j'avais besoin d'être sereine par rapport à ça
Et puis après les rames de nuit, les rames de nuit qui étaient pour moi assez anxiogènes, je pense. Et parce que j'avais pas beaucoup lors de l'expé-test qu'on avait fait entre Monaco et Athènes en juin 2022. Donc j'étais encore en plus moi j'étais en postpartum, enfin voilà, j'allaitais ma fille, donc émotionnellement et physiquement j'étais, Affaire de peau, ouais. oh là là, c'était une catastrophe. Et donc c'était mes premières expériences de rame de nuit, donc bon voilà, j'ai pas eu forcément de bonnes sensations, bien que petit à petit, jour après jour, ça allait un peu mieux, mais voilà, donc j'avais besoin de préparer ça, quoi. Ouais, de me sentir en tout cas sereine par rapport à ces rames de nuit, qui étaient longues sur le Pacifique. Je reboucle la boucle qu'on n'a pas bouclée sur l'équipe. Oui. Est-ce que tu veux bien présenter aussi les autres maillons essentiels de votre projet? Hormis les 6 rameuses, on avait donc 5 autres membres d'équipage donc sur le bateau d'assistance. Le capitaine Elohim, donc c'était son bateau en plus, donc ça c'était super parce que voilà, un capitaine qui connaît bien son bateau, c'est indispensable. Donc lui, il a fait la route de Polynésie pour rejoindre le Pérou. On avait un second, donc Timothée, qu'on a trouvé donc en last minute, qui nous a rejoint, ça a été épique aussi, qui était marin pêcheur d'origine, qui avait jamais navigué sur un kata et qui ils se sont hyper bien entendus avec le capitaine, donc ça a été vraiment génial, quelqu'un qui était vraiment à l'écoute et qui avait à cœur qu'on reste en sécurité aussi parce que c'était pas évident pour eux. Hein. Donc ça, c'est les deux personnes, voilà, les deux seuls hommes de l'équipage qui ont été costauds au final pour vivre avec 9 femmes pendant 80 jours. Et après, donc on avait Chris qui avait, on va dire, cette mission au niveau médical, donc qui est infirmière anesthésiste et qui s'était formée, voilà, au point, etc., qui avait cette mission-là de prendre soin de nous. On avait Elodie qui est kiné-ostéo, voilà, qui était là aussi pour nous faire des papouilles quand il y avait besoin. Et puis on avait Luce qui avait ce rôle de cambusière pour gérer les stocks de nourriture parce qu'on est parti avec 3 mois de vivres sur le bateau, on n'avait pas d'escale, hein. Donc voilà. Et sur ces 3 femmes, la mission principale était surtout en fait d'effectuer des quarts pour nous surveiller, parce que elles effectuaient des quarts de 3 heures chacune, grosso modo, hein, jour et nuit, et en permanence, nous, quand on était sur la planche, on avait quelqu'un qui nous surveillait, parce que on est tellement petites nous sur notre planche à l'échelle d'un océan que ça va très vite de perdre de vue la personne, que ça soit de jour quand on s'éloignait devant, s'il y avait des grains qui arrivaient, des zones de brouillard, des vagues, etc. Et la nuit, je t'en parle même pas parce que la nuit on restait plus proche du bateau forcément parce que c'était très dangereux de s'en éloigner, hein, tout simplement. À quelques reprises d'ailleurs, on a égaré les planches, c'était compliqué, tu vois, sur les passages de relais et tout quand il y avait des vagues. Donc voilà, c'est un équipage à 11, indispensable, et c'est des personnes qui ont vécu l'aventure, qui n'étaient pas non plus marins d'origine, hormis le capitaine, et qui ont dépassé leurs limites aussi, et sans qui on n'aurait pas pu aller jusqu'au bout, quoi. Les grands moments de danger, là, tu parlais de la nuit qui était une angoisse particulière. C'est quoi les autres moments? C'est changement de rameuse, c'est le moment où il y a la part de risque est la plus élevée dans votre quotidien, en théorie? Oui, grosso modo, oui, assez. Alors on a eu la chance quand même d'avoir des conditions assez propices sur cette traversée, ça aurait pu ne pas être le cas. C'est-à-dire ramer nous dans des houles de 2-3 mètres, c'est pas un problème, c'est des houles qui sont assez longues sur le Pacifique. Donc une fois qu'on est sur notre planche, c'est pas un souci, on est habitué, on va dire à ça, même si c'est impressionnant pour des personnes novices. Mais bon voilà, ça c'était à la limite, c'est notre métier, c'est notre sport, on en fait notre affaire. Mais c'est vrai que sur les passages de relais, c'est assez particulier, quoi. Hein. C'est pas quelque chose qui existe. On a inventé des techniques. Les filles avaient expérimenté ça sur l'Atlantique et le Cap Horn. Mais grosso modo, on avait un kayak de rafting qui était relié au bateau, au kata, par un boot. Et quand donc c'était l'heure de changer de relais, donc toutes les heures, on rapprochait le kayak sur la plage arrière du kata, on jumpait dedans. Donc c'était soit Elohim, soit Timothée qui tenait le kayak. Parfois ils étaient deux parce qu'il y avait de la houle, et en fait ça crée de gros creux, entre la plateforme, la plage arrière et puis la houle. Donc c'était assez dangereux. Et derrière on lâchait du lest et on faisait les relais à l'arrière. Et puis comme la rameuse en fait avait fini donc son relais, une fois qu'elle avait jumpé sur le kayak, on ramenait le kayak au bord pour la faire sortir de l'eau. Et là c'était très dangereux parce que surtout la nuit,
parce que tu vois pas la houle en fait, tu vois pas vraiment la hauteur, ça tape, tu vois, il y a des fois t'as 2 mètres entre la plage, enfin entre le bateau et on va dire et l'eau, et des fois le kayak, tu vois, il s'engouffrait sous la coque quoi. Donc c'était très dangereux et voilà, bon, à quelques reprises on a dû stopper pour des raisons de sécurité, pas trop souvent heureusement, mais il y a eu des moments assez épiques, hein. Surtout pour Elohim et Timothée, du coup, qui étaient attachés à l'arrière, pour pas, parce que ils auraient pu partir à l'eau à n'importe quel moment aussi, tu vois. Donc c'était assez. Il y a eu des moments cocasses, ouais, ouais, ouais. Mais bon, ça fait partie de l'aventure, hein. Ouais. On va rentrer dans cette aventure plus en détail, la vivre avec toi. Donc, on est le 4 janvier 2023. C'était Ouais. quasiment un an jour pour jour. Tu ressens quoi au moment de t'es lancé? C'est le moment du pourquoi? C'est le moment du enfin? Ah, c'est le moment du enfin parce que je t'assure, ça a été tellement un enfer de partir. On avait une cérémonie qui était incroyable de départ et tout, mais en fait, faut s'imaginer, là, on était donc à Lima dans un centre un peu privé quoi, type cercle des nageurs des Marseille, mais grande échelle à Lima. Et, euh, et, euh, et là, donc, on avait cette cérémonie qui se passait, les gens qui étaient en visio, qui regardaient, et sauf qu'à côté, on avait tous les ministres qui étaient dans le café à côté pour qu'ils nous laissent partir, parce que derrière, ils voulaient pas nous signer nous tamponner les passeports au niveau de l'immigration. On n'avait toujours pas derrière enclenché la télécommunication satellite. Bon, c'était en fait, comme on était en plein coup d'état politique, si tu veux, ils nous prenaient un peu pour des enfin pas des bandits, mais en fait on savait pas trop quoi. Et ça a été des négociations. On avait du coup on a eu la chance d'avoir les ambassades, tu vois, qui étaient là pour nous soutenir, des colonels de l'armée, etc. C'était assez épique. C'est-à-dire qu'on s'imagine pas, il y a cette expédition sportive, mais il y a tellement d'à côté à gérer derrière, que ça soit au niveau sécurité, au niveau administratif, etc. Tu vois, et puis t'es dans un pays où tu maîtrises pas du tout, c'est pas du tout la même administration qu'en France, tu vois, c'est plus olé olé, enfin voilà, il y a pas de règles prédéfinies, donc il faut avoir les bons contacts, c'est les bons, enfin voilà. Donc je t'assure que le 4 janvier, on était contents tous de partir. Parce que ça a été très anxiogène comme une période ces derniers jours quoi, hein, juste avant le départ. Est-ce qu'il y avait de votre côté un enjeu de performance au-delà de ce qui est évidemment par nature, c'est ce que vous avez entrepris, mais en tout cas de cette idée de temps, de record, de kilomètres à accomplir chaque jour? Est-ce que vous étiez dans cette démarche-là ou plutôt de faire au mieux et puis d'apprendre au fil de l'eau, sans mauvais jeu de mots? Ouais, non, justement, c'est vrai qu'on s'est dit pas de notion de vitesse au départ. Vraiment, ça c'est un truc que on s'est dit non, il faut pas parler de ça, sinon ça va partir en cacahuète. La priorité c'était déjà de partir à 11 et de finir à 11, hein, l'expédition, de rester en vie, parce que t'es sur une expédition quand même en plein milieu du Pacifique. Tu vas pas juste traverser le lac Maranosgore, donc il peut s'en passer des choses. Voilà. Après, on avait une première partie qui était le courant du Humboldt où il y avait pas mal de courants contraires, enfin pas de courants contraires, mais de houles croisées, de vent, etc. Et puis passé ce courant-là, en fait, on avait les alizés qui étaient porteurs, donc on a eu quand même un courant qui était favorable, on va dire, soit pas de courant, soit un courant favorable. Donc voilà. Et puis après, bon bah tu commences quand même à cogiter de temps en temps sur la date d'arrivée, sur le temps qui passe aussi, parce que tu as le manque de la famille qui arrive, tu as l'ennui aussi. En fait, ce qui est très dur, et on l'a pas trop anticipé ça, c'est qu'il y a eu des moments d'accalmie en fait, de forte accalmie. Et là, il se passe rien. Il se passe tellement rien que derrière, on peut pas mettre le moteur parce que on a quand même un stock de gasoil qui est limité. Donc tu te retrouves, toi, t'es sur ta planche. Déjà, tu rames pas vite, à 4 km/h grosso modo, et tu te retrouves à attendre le bateau. Parce que le bateau, il avance plus. On peut pas mettre le moteur indéfiniment. Et là, tu commences à cogiter, tu vois, parce que là, tu te dis, putain, les familles, j'ai envie de rentrer. Enfin, tu vois, il
y a tout qui entre en jeu. T'as plus de vivres, t'as plus de frais sur le bateau. Tu commences à avoir la nourriture, c'est aussi quelque chose qui est très important à bord, tu vois. Et les petits plaisirs sont très importants. De réconfort, ouais. De réconfort, exactement. C'est des choses simples, mais qui sont essentielles. Donc voilà, tu commences. C'est là où tu peux commencer à avoir des frictions, où tu peux commencer à réfléchir à la date d'arrivée, à te dire tiens, j'ai envie de rentrer. Voilà, c'est long. Et puis c'est aussi, tu vois, quand t'es en solitaire, on va dire, t'es seul. Quand t'es en équipe, à 11 en plus sur un kata, donc de 20 pieds, tu vois, derrière, il y a tout cet équilibre social aussi à garantir. Et ça, c'est pas si évident, tu vois. Et c'est pour ça, au-delà de l'exploit sportif, je pense que l'exploit humain est assez incroyable. Et tu vois, le capitaine Elohim n'arrêtait pas de nous dire, mais vous imaginez pas des expés comme ça n'existe pas. En fait, des expés où on part 3 mois à 11. Je pense que tu vois ce qui est important dans ça, dans ce projet, c'est qu'on avait aussi ce projet solidaire. C'est-à-dire qu'on faisait cette aventure aussi pour les enfants, pour l'association, mais pour les enfants. Tu vois, quand on parlait, c'était les enfants. Et ça, c'est ce qui nous a reliés et ce qui a fait tenir ce noyau, tu vois, et qui a permis de garder cet équilibre jusqu'au bout, quoi. Et je pense que s'il y a, tu vois, sur de telles expéditions, si t'as pas un projet commun qui te dépasse, je pense que ça peut être compliqué, tu vois. Et c'est normal parce que tu vis quelque chose de très intense, quoi, tu vois. Et chacun a ses bons moments, ses mauvais moments. Alors, il suffit que tout le monde ait ça va que du coup, quand il y en a un qui est au fond, il y en a un qui est qui est un peu plus haut. Donc, on arrive toujours à se rééquilibrer, tu vois. Mais c'est vrai que Mais il fallait cet objectif suprême, ouais, qui vous dépasse, en fait, qui dépasse l'individu. Je pense exactement. Et tu comprends pourquoi aussi dans le milieu, tu vois, militaire, etc., où ils passent des mois ensemble, etc. Pourquoi c'est hyper structuré, tu vois, qu'il y a des règles qui sont très précises. Et en fait, c'est logique parce que tu peux pas laisser place en fait à l'humain, si tu veux, sur un temps aussi long en milieu hostile, quoi. Est-ce que tu peux nous illustrer un peu ce qu'était une journée type, le principe de vos rotations? Donc, il y a la journée, il y a la nuit aussi. Comment est-ce que tout ça fonctionnait? Et puis, pour rebondir sur ce que tu viens de dire précédemment, est-ce que parfois vous avez dérogé à ces grands principes selon l'état de chacun ou de chacune, pardon, ou est-ce que c'était vraiment des règles immuables? Déjà, donc c'était des relais de 1 heure. Donc ça, on est resté sur des relais de 1 heure. Donc 24 heures sur 24, jour et nuit. Donc toutes les heures en tournée. On avait un relais off par semaine chacune. Donc dès que, on va dire selon les conditions, ou s'il y avait quelqu'un ce qui est arrivé très rarement, hormis au début avec le mal de mer, mais dès qu'il y avait une pause qui pouvait durer plus d'1 heure, en fait, on prenait le point GPS et on revenait au point GPS, tu vois, par rapport à notre règlement, parce qu'on avait un règlement qui était ouvert à tout le monde, enfin accessible à tout le monde sur le site. Ça, c'était important déjà pour légitimer le record à la fin. Donc voilà, on est resté sur ce schéma-là quasiment jusqu'au bout. Et c'est seulement quand on est rentré dans les eaux polynésiennes après que, en discutant avec, c'était le directeur du centre. Le nom, je vais pas être assez précise, mais qui était spécialiste des requins en fait en Polynésie et qui nous avait déconseillé de ramer sur les heures de coucher de soleil et lever de soleil une fois qu'on est rentré dans les eaux polynésiennes. Donc là, on a arrêté 3 heures de ramer le soir et le matin. Et donc là, on prenait le point GPS et on revenait au point GPS à chaque fois dès la reprise de la rame. Et puis une fois qu'on avait acté notre date d'arrivée, c'était je crois une quinzaine de jours avant d'arriver, on a pu informer les partenaires, etc. Parce qu'il y avait une cérémonie forcément à l'arrivée et puis nos familles surtout. Et là, on avait la chance. Donc ça, c'est une chance, c'est qu'on était plutôt en avance, tu vois. Donc vaut mieux ça qu'être en retard et de rater la cérémonie. Là, t'es en visio, c'est un peu plus pénible. Ça aurait été dommage. Et donc là, on a arrêté de ramer. La dernière semaine, on a arrêté de ramer la nuit. Parce qu'on était en avance et qu'il fallait, il fallait gérer en fait notre arrivée et voilà. Et c'était pas si évident parce qu'au final tu prends déjà le rythme, tu sais, ton corps il est habitué parce que tu dormais pas mieux. La dernière semaine on n'a pas dormi parce que notre cerveau il se réveillait à chaque fois sur nos heures de rame, tu vois. Et puis ça nous manquait en fait de ramer.
Et à la fin, on prenait du plaisir à ramer la nuit, tu vois, malgré les appréhensions du départ. C'était quoi ta plus grande réjouissance du quotidien? Tu vivais des moments de grâce? Est-ce que tu as connu plein de moments où tu te disais que tu étais au bon endroit à vivre la chose qui était bien pour toi à ce moment-là de ta vie? Ouais, moi j'adorais le matin. J'adorais les rames à partir de 3-4 heures du matin là jusqu'à 6 heures. Parce que t'avais le lever de soleil, le bateau était hyper calme, tu vois, c'était des moments qui étaient assez magiques. Et après la nuit aussi, on a eu le ciel. Le ciel il était dingue. Franchement, t'avais la Voie lactée tous les soirs, et puis on a eu des moments de pleine lune, des lunes rouges, des lunes, enfin c'était juste quand le plan d'eau était lisse, on a eu des moments de grâce, ouais, à ce moment-là, la nuit quoi, surtout principalement la nuit. Est-ce que tu as pu observer une faune et une flore qui étaient enthousiasmantes ou terrifiantes parfois? Tu as eu des coups de chaud aussi avec des gros Alors, mammifères marins? c'est toujours surprenant. Alors, on a fait beaucoup de rencontres. Je crois que c'était les premiers 15 jours, en fait, justement avec ce courant de Humboldt là qui longe toute l'Amérique du Sud. Et là, il y a beaucoup de vie. Donc là, on a croisé des baleines, des dauphins, des lions de mer, des requins, des tortues. Là, il y a eu du monde. Et puis, lion de mer, c'est surprenant. Franchement, on s'attendait pas à ça. Donc surtout la nuit là, quand tu l'entends rugir, je sais pas comment il faut dire, mais ça c'était perturbant. Et puis après, franchement, ça a été un peu le néant. Passé ce courant, on a eu énormément de méduses. Ça, on s'est fait enfin, énormément brûler par les méduses, et il y en a quelques-unes, notamment Steph Alec et Itiar, qui ont eu des réactions allergiques. Donc ça, c'était assez dangereux. Donc c'était des physalis en plus. Hein. Les physalis, font partie des plus dangereuses. Hein. Donc là, à chaque relais, on se faisait brûler, je pense, et on avait énormément de poissons volants. La nuit, incroyable. Non mais on se faisait attaquer, mais par des centaines de Des poissons hordes, volants. ouais. Ah non, mais c'était incroyable. C'était impressionnant. Ils étaient attirés par la lumière. Tu sais, on avait la frontale où on avait une lumière sur la planche, et en fait, ça sautait de partout. Mais je t'assure que c'était dangereux parce que ils arrivaient, ils se prenaient dans la coque du bateau, et ça rebondissait sur nous, on s'en prenait dans le visage et tout. Et puis ils vont vite, tu vois, ils vont vite et tu les vois pas arriver. C'était assez impressionnant. Voilà, bon ça a duré des milliers de kilomètres, hein, je t'en passe, parce que ça a duré longtemps. Et puis après, dans les eaux polynésiennes, on a eu quelques rencontres, mais pas tant que ça, hormis cet état de grâce à l'arrivée juste avant, à l'arrivée de la passe de Moorea. Et là, on a eu un banc de dauphins, mais on n'a pas eu des dauphins depuis là. Enfin, dès qu'on est rentré dans les eaux polynésiennes, on n'a jamais vu de banc de dauphins, tu vois. Et là, ils sont arrivés, mais juste pour nous accompagner, tu vois, vraiment pour passer la passe. C'était le mana, comme ils disaient Magique. là-bas, ouais. Ouais, ouais, Mhm. franchement, c'était beau. Mm. On n'en a pas parlé, question très pratico-pratique. La température de l'eau, c'était quoi? Alors, on est parti à 16-17 à peu près, et puis on arrive à 30. Donc, en termes d'équipement, du coup, on avait prévu pas mal. On avait prévu des grosses combis, hein, au départ, intégrales, chaussons, gants, parkas d'hiver. Et puis à la fin, on était en maillot ou en lycra. On avait une combinaison intégrale aussi pour se protéger du soleil que notre partenaire nous avait fait sur mesure. Et donc voilà, c'est vrai qu'on avait une grosse diversité d'équipements. Est-ce que tu as senti, toi, forcément une fatigue physique au fil des semaines? Est-ce que tu as commencé à être éprouvé, avoir des zones très inconfortables? Ou est-ce que globalement, ton corps a bien tenu et la façon dont la rotation était orchestrée et puis vos préparations de chacune ont fait que c'était relativement constant dans le physique pour chacune? Alors le premier mois, je dirais, c'est le mois où on a le plus souffert, les filles, pour prendre le rythme, tu sais, ton corps, et voilà. Donc tu commences à avoir des douleurs. Je pense au bout de 15 jours, on a commencé toutes à avoir des douleurs, que ça soit des tendinites, des placements, tu vois, un petit peu vertèbres. Enfin voilà, on a chacune soit mal des faiblesses au bas du dos, soit aux épaules, soit au cou, tu vois. Moi c'était plutôt épaules et cou parce que j'ai des tendinites qui datent depuis des années, hein, qui ont jamais été complètement guéries avec la natation. Et voilà. Et donc là ça a duré peut-être une quinzaine de jours chacune. Et puis après ça part. Et en fait, c'est là où je te dis que le corps, il est incroyable, quoi. Tant que le mental y tient, physiquement, je pense qu'on peut faire des prouesses, quoi. C'est assez dingue. Il s'habitue à tout, en fait. Ouais, ouais, ouais. Donc on a eu de la chance quand même de pas avoir de gros pépins aussi, tu vois.
parce que c'est des positions qui sont particulières aussi sur notre planche, hein, c'est pas très physionomique non plus. Et c'est pour ça qu'on est resté sur des relais de 1 heure, en fait. Les filles sur l'Atlantique, elles avaient fait des relais de 2 heures, je crois, 1 heure et demie la nuit et 2 heures en journée. Et on a voulu faire 1 heure parce que c'était quasiment le double de kilomètres, tu vois. Et il valait mieux, tu vois, il fallait ménager notre monture, quoi, pour tenir jusqu'au bout, parce qu'on aurait pu très bien démarrer à ce rythme-là, mais est-ce que derrière, on aurait tenu? Ben, je sais pas. Donc, je pense qu'il fallait jouer là pour le coup la sagesse de garder des relais de 1 heure où on savait que, tu vois, nous, sur tous nos entraînements, c'était 1 heure et demie, 2 heures. Donc, 1 heure, on sait qu'on le tient. Il n'y a pas de problème là-dessus. Et puis derrière, je pense que c'est ce qui nous a, ça a été une bonne décision, je pense, de départ. Est-ce que tu as connu des moments de découragement pendant cette aventure? Oui, il y en a eu, Le hein. mental qui décroche? Ouais, il y en a eu. Il y en a eu. Je pense que, tu vois, pour moi, quand souvent je décris un peu les différentes phases, le premier mois, c'est le physique qui est dur, avec les appréhensions, tu vois, de nuit, voilà. Et après, les appréhensions, pareil, au bout d'un moment, tu lâches prise, en fait. Le deuxième mois, c'est plus la gestion du temps, tu vois, qui commence, les accalmies, là, elles commencent à arriver, ça commence à être dur, tu commences à trouver le temps long et tout. Et puis le troisième mois, ce qui est dur, bah, c'est aussi cette vie à bord, quoi, hein, parce que t'es arrivé à 3 mois, ça commence à être long, t'es à 11 sur le bateau, t'as envie de respirer. Et encore, nous, on avait cette chance tu vois, de ramer, quoi. Ah ouais, je pense que pour l'équipage, c'était plus dur même pour l'équipage que pour nous les rameuses, parce que nous, on avait, tu vois, on pouvait s'échapper, quoi. Est-ce qu'il y avait aussi cette idée de se dire que vous étiez presque arrivé malgré tout, je sais pas, peut-être à 2-3 semaines de l'arrivée, de vous dire que vous étiez presque, mais qu'il y avait quand même encore du temps, quoi, qu'on était sur du temps long malgré tout? Est-ce que ça, psychologiquement, c'est pas Ouais. aussi compliqué à gérer? Ouais, c'est compliqué parce que en fait, à la fois t'as envie de savourer encore chaque instant parce que tu sais que ça va se terminer et t'as pas envie dans un sens que ça se termine. Et en même temps, t'en peux plus et puis t'as envie de retrouver ta famille, t'as envie d'être sur terre aussi, de sortir de ce bateau. C'est vraiment des émotions qui sont très controversées. Tu es conscient du côté exceptionnel que tu es en train de vivre, avec ce calme, ce côté déconnecté aussi. Tu vois, on n'en parle pas beaucoup, mais je te jure, c'est vraiment une chance de vivre aussi une expérience comme ça où t'es pas agressé tous les jours par des mails, des coups de fil, par ton quotidien, tu vois. Et c'est vraiment un gros repos, hein. Mentalement, c'est énorme. Je souhaite à tout le monde de vivre des expériences comme ça pour te couper un peu de cette société au final où tu peux jamais en sortir, tu vois. Et ça, c'était Tu une avais chance. quand même quelques points de passage avec la famille. Est-ce que tu avais l'occasion de leur parler de façon très occasionnelle? Ouais, on avait la chance d'avoir le WhatsApp là, mais par contre, c'était vraiment calibré, c'est-à-dire que on avait droit à, je sais pas, 3 fois par semaine, on ouvrait pendant 2-3 heures. C'était juste des textos. T'avais pas le droit à envoyer des photos, des trucs comme ça. Et puis, t'avais droit à une petite vidéo ou visio de 30 secondes tous les 15 jours, 3 semaines. Enfin voilà, donc ce qui était dur, c'est pas tant pour les conjoints ou les familles, c'est plus pour les enfants, je trouve. Ça a été dur pour nous les mamans, ça a été c'était pas évident, quoi. Et puis moi, je savais que ma fille elle grandissait, elle évoluait vachement. Tu vois, j'avais À cet juste âge-là, ouais. ouais, j'avais peur, tu vois, qu'elle marche avant d'arriver. J'avais peur de pas être là pour ses 1 an, tu vois, c'était le 6 avril. On arrivait le 25 mars. Bon voilà, c'était des petites appréhensions. Bon, je m'étais préparée mentalement, hein, à rater ces événements-là, mais voilà, j'avais à cœur quand même de pouvoir les vivre si j'avais l'occasion de les vivre. Ouais. Tu viens de le dire, vous êtes arrivé le 25 mars 2023 à 10h02 sur la plage de Temae à Moorea. Votre traversée arrive à son terme après 80 jours. C'est quoi ton émotion dominante à ce moment-là? Est-ce que c'est de la fierté, du soulagement, une impatience absolue de retrouver les tiens? Ouais, je pense que c'est vraiment une énorme satisfaction déjà d'avoir été au bout de l'aventure, tu vois. Et c'est dingue comme dès que tu arrives, toutes les choses futiles ou qui prenaient des proportions énormes sur le bateau C'est s'effacent. Élysée. Ah non, mais incroyable. Et ouais, je pense que tous ensemble, on a été vraiment fiers et satisfaits de d'avoir été au bout ensemble aussi, tu vois, parce que c'est collectivement qu'on a réussi à faire à vivre cette aventure jusqu'au bout. La cérémonie d'arrivée a été juste incroyable. On a été entouré par plein de VAD. Il y avait toutes les familles. Franchement, c'était énorme. Et puis on a eu les familles, les amis qui sont venus. Tu vois, c'est pas un déplacement anodin la Polynésie, quoi. Ça, c'est quand même onéreux. C'est quand même. Et puis de voir que
toutes ces personnes-là qui nous étaient chères sont venues nous voir à l'arrivée. Franchement, c'était dingue. C'était dingue et ouais, c'était vraiment que du bonheur, quoi. Est-ce que c'est un moment que tu as pu redouter aussi ces retrouvailles? Je pense notamment à ta fille, à toute Ouais. cette joie, mais est-ce qu'à côté de ça, il y a aussi une forme d'appréhension et d'inquiétude de comment ça va se passer, comment vous allez vous retrouver l'une l'autre et puis avec les tiens plus généralement? Ouais, alors moi je m'étais préparée avec ma fille parce que quand je suis partie sur l'expé test, tu vois, elle avait 2 mois à peine. Bon, on est parti que 15 jours, mais bon, à 2 mois quand t'allaites, tu vois, c'est compliqué. Elle m'avait boudé à la fin, à l'arrivée, tu vois. C'est vrai que contrairement aux enfants de Alex et Steph qui sont un peu plus grands, tu vois, 5-6 ans, on va dire qui avaient déjà cet enthousiasme de retrouver maman, moi elle comprenait pas quoi. Clairement, j'étais devenue quelque chose d'étranger à la fois que je connais, tu vois, je connais les odeurs, mais bon, tu vois, j'appréhende quand même. Et donc je m'étais préparée au fait que tu vois, elle pleure ou qu'elle veuille pas venir dans mes bras. Et ça a été le cas d'ailleurs. Donc voilà. Et on a attendu d'être vraiment tous les deux ensemble, enfin tous les trois ensemble, tu vois, après une fois qu'on s'est posé en chambre, tu vois, à l'hôtel pour se retrouver. Et il y a eu ça a eu un côté mignon au final. Ça a pris quelques jours à se réapprivoiser. Moi, j'avais tous les automatismes pardon à retrouver parce que ceux d'avant ben n'étaient plus d'actualité. Et puis elle avait besoin aussi de retrouver ses marques avec moi et puis qu'on retrouve nos marques à trois aussi. Donc tu vois, ça a été des beaux moments au final, tu vois, de retrouvailles. Votre aventure, elle s'est pas arrêtée là puisqu'il y avait un engagement fort, on l'a dit, pour Oui. l'association, un bilan qui a été, je pense, on peut dire très satisfaisant. Vous avez récolté, je pense, 400 000 euros de fonds qui ont Ouais. été levés, donc ce qui est un très beau succès. L'histoire, elle s'écrit ensuite donc dans les écoles. Il y a de la distribution de livrets. Vous êtes allé aussi à l'hôpital de Papeete. Enfin, Oui. voilà, c'était important aussi de prolonger et de redonner, de partager cette aventure au plus Oui. largement possible. Ouais, bah oui, ça faisait partie de nos engagements de départ. Donc on avait effectivement quelques jours d'action sur place avant de pouvoir pleinement retrouver nos proches. C'est vrai que donc sur ce projet solidaire, on avait 3 axes. On avait donc le projet scolaire, donc un défi dans mon école, où on encourageait donc les enfants à relever un défi sportif collectivement avec leurs professeurs. On avait donc le projet d'accompagnement à travers le défi sportif qui est, on va dire, l'âme de l'association, hein, voilà. Et puis on a développé des totems aussi, donc c'est des gros modules en fait de sport interactif que tu peux mettre donc au sein des hôpitaux, dans les services oncopédiatrie. Et donc on a livré notamment un totem du coup à l'hôpital de Papeete. Et ça c'était génial, ouais, c'était super. Ouais, ça c'est pareil, ça fait partie aussi de la satisfaction qu'on a eue aussi à travers cette aventure, tu vois. C'est que oui, t'arrives à traverser 8 000 kilomètres, c'est génial enfin, c'est un rêve que tu réalises pour toi, pour ta famille, pour tes enfants, et puis après derrière, tu fais aussi rêver des gens, tu vois, c'est ça qui est important aussi. Et puis t'as tout ce projet solidaire où derrière t'arrives vraiment à concrétiser les actions que t'as imaginées, et ça c'est génial, quoi. Elle a changé quoi cette aventure pour toi? Là, c'est quoi l'Emmanuel d'avant et d'après? Quel curseur ont bougé? Je pense que ça te donne, ça t'ouvre le champ des possibles. Vraiment, tu vois, de vivre de telles aventures, de partir de rien et d'arriver à ça. Et puis, ça serait intéressant, tu vois, de lister, tu sais, toutes ces personnes qui partent à l'aventure comme ça ou sur des projets où tu as un projet aussi solidaire à côté en parallèle, de lister déjà rien que toutes les actions que tu dois mener. Et c'est assez incroyable parce que t'apprends en fait, t'apprends sur tout quoi. Et tu te dis à la fin quand tu reviens derrière, tu te dis putain mais comment on a réussi à faire tout ça quoi. Et on y arrivait, tu vois, on y arrivait. Et je pense que du coup, ça te montre à quel point des aventures comme ça ça te démontre aussi à quel point tu es capable de faire de grandes choses, tu vois. Il faut pas te limiter dans tes rêves, dans tes projets, dans tes challenges. Et à partir du moment où il y a de la volonté, il y a de l'envie, il y a de l'optimisme aussi parce que bah voilà, il faut rester optimiste aussi quand ça se passe pas bien. T'as beaucoup de barrières aussi, hein. C'est pas comme ça. Tu vois, lever 400 000 euros parce qu'en fait au final c'est quand même 800 000 euros, hein, plus de 800 000 euros qu'on a levé parce qu'il y a toute la partie expédition. Le financement, oui. Et eh bien on s'est pris quand même quelques portes hein, aussi hein, au départ. Hein. Et jusqu'au bout, hein, jusqu'au dans les dernières semaines, tu vois, on n'avait pas bouclé encore le projet, donc il faut pas lâcher quoi. Mm.
a posteriori, la plus grande difficulté pour toi sur cette aventure, est-ce que c'est justement l'humain, la gestion de la promiscuité, de tout ça, cet équilibre très fin, c'est ça le plus difficile? C'est ça qui prend le dessus sur le sportif et la dimension exceptionnelle de l'aventure? Oui, je pense. Tu sais, au final, les relations humaines, c'est ce qu'il y a de plus difficile à gérer, hein. Tu sais, dans tous les milieux mais c'est aussi une grande source d'apprentissage aussi, tu vois. Et c'est beau, tu vois, c'est ce qui nous définit, nous, en tant qu'êtres. Voilà, on est des êtres sociaux, donc il faut. Tu apprends sur toi, et puis tu apprends que il faut lâcher prise, que derrière il faut accepter que les décisions qui sont prises sont pas forcément celles que tu aurais prises. Il faut accepter les défauts et les qualités de chacun. Il faut accepter ses propres défauts et ses propres qualités aussi, tu vois. Et franchement, c'est une grande source d'apprentissage, quoi. Hein. C'est pas évident, oui, mais c'est beau à la fin, quoi. Tu vois. Merci beaucoup Emmanuel. Une rubrique classique qui arrive en fin de podcast, c'est le kit de survie. Je vais te demander 3 choses ou 3 idées, 3 pensées qui sont selon toi indispensables pour espérer mener à bien une telle aventure. Qu'est-ce qu'il faut avoir soit dans son bagage personnel, soit physiquement, concrètement pour espérer réussir une telle aventure? Je pense que c'est plus un savoir-être. Alors, de la confiance. Il faut rester confiant en soi, dans le collectif, dans ton projet initial, tu vois. Pas commencer à cogiter dans tous les sens. De la patience, beaucoup de patience, et quand même du chocolat. C'est important. Moi, en tout cas, pour moi, c'était très important. C'est important d'avoir ce moment de réconfort du quotidien. Oui, ça, oui. C'est sûr. Ouais, de la confiance et surtout beaucoup de chocolat. Oui. Est-ce que c'est important pour toi, là, si on parle d'avenir, d'avoir toujours un coup d'avance sur des projets, tout de suite te reprojeter sur autre chose? Est-ce qu'au moment où tu fermes la porte là, de cette expédition, de cette aventure, même si elle est ancrée en toi et qu'elle vit encore malgré tout avec ce que vous avez réalisé, est-ce que tout de suite, il faut penser à l'après et reconstruire et rentrer dans un nouveau cycle qui va te mener vers une réalisation? C'est une très bonne question. Je pense qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Ça dépend des personnes. Tu vois, déjà, je pense que nous, on est encore sur l'expé, quoi, mine de rien. C'est encore frais. On n'a pas fini les actions. Tu vois, on est en train de certainement, on aimerait sortir un livre jeunesse, tu vois, pour raconter notre épopée. Donc voilà, on n'a pas fini nos actions. Il y a un temps de digestion aussi des projets. Hein. Tu sais, il est long. Nous, ça faisait 3 ans qu'on était dessus, plus cette année, on va dire post-expé. Et il faut digérer tout ça. Il faut aussi laisser le temps aux familles, aux proches de digérer aussi, parce que ça a été beaucoup de sacrifices pour eux aussi. Donc il faut aussi nous leur laisser la possibilité de s'épanouir aussi dans leurs propres projets, tu vois, de leur laisser la place. Et voilà. Et après, je pense que ça dépend de chacun. C'est-à-dire qu'il y en a qui vont peut-être se satisfaire d'une telle aventure, et puis d'autres qui vont avoir envie de nouvelles. Ça donne envie quand même. Ça donne quand même envie de repartir quand même. Je dois avouer que oui. Ben oui. En plus, quand ça se passe bien, mais même, je pense que cette adrénaline que tu vis, que tu ressens, c'est, je veux dire, être au contact de ces éléments naturels, c'est juste incroyable, tu vois. Je pense qu'on est quand même fait pour ça aussi. Donc, non, ça donne envie. On verra, mais il faut laisser un peu de temps de digestion, je pense. Ça viendra en temps voulu. Oui. J'ai une dernière question pour toi, Emmanuel. C'est une phrase à compléter, classique là aussi dans le podcast. L'aventure, c'est 3 petits points. C'est la vie. Hein. Tout simplement, c'est bateau, mais je pense que c'est ça. Je pense que la vie est faite de plein d'aventures qu'on doit vivre et faire de sa vie une aventure, c'est bien. Ouais, exactement. Ben oui, tout à fait. Ouais. Merci beaucoup Emmanuel pour nos passionnants échanges et puis nous avoir fait ainsi traverser le Pacifique à tes côtés et à vos côtés toutes les 6. Bravo pour cette très belle réussite qui a été sublimée quand même, il faut le dire, par le sens que vous lui avez donné en portant à la fois la lumière et puis en amenant des fonds à une cause qui est aussi essentielle que l'accompagnement par le sport des personnes qui sont confrontées au cancer et puis ici plus particulièrement les enfants. Donc voilà, ça donne beaucoup de sens et ça sublime si besoin encore cette grande et belle aventure.
Je souhaite beaucoup de plaisir dans tes prochains projets parce que je ne crois pas me tromper en me disant qu'il y en aura d'autres. C'est pas encore tout à fait le moment, mais il y en aura d'autres. Donc, sois sûr qu'on va les suivre avec beaucoup d'attention. Merci encore en tout cas pour ta disponibilité, Emmanuelle. C'était un grand plaisir. Et Merci puis, je donne rendez-vous à nos auditeurs dans 2 semaines pour le prochain épisode d'Aventure Épique. C'est gentil. Merci Guillaume. À bientôt. À très bientôt. Bye bye. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si vous l'avez écouté jusqu'ici, c'est qu'il vous a probablement plu. Alors n'hésitez pas à noter le podcast et rédiger un avis sur votre plateforme d'écoute favorite. C'est essentiel pour soutenir ce travail indépendant. Et pour être sûr de ne manquer aucune aventure épique à venir, n'oubliez pas de vous abonner sur votre plateforme d'écoute habituelle. Cela ne vous prendra que quelques secondes et ça change beaucoup de choses pour le podcast. Merci pour votre soutien et pour votre fidélité. Et rendez-vous dans 2 semaines pour vivre ensemble une nouvelle aventure épique, évidemment. Et si vous voulez vibrer d'ici là avec des histoires de course à pied hors du commun, courez écouter mon autre podcast, Course épique.